Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi 19 septembre 2019. Avant de revenir en plateau avec avant de revenir en plateau pour le débat avec nos consultants, allons tout de suite en kiosque pour voir quels sont les titres parus ce matin. Démarrons donc cette revue de presse avec le quotidien La Nouvelle Expression qui parle de dialogue national, plus de préalable chez Dion Gouté. De plus en plus d'organisations, des plus significatives, posent les conditions sans lesquelles le Premier ministre fera sans elle. Le MRC exige la libération de Maurice Kamto et de ses camarades d'infortune, avec évidemment l'inscription au débat de la forme de l'État, du code électoral, de l'arbitrage et des médiateurs neutres. Et tout comme une vingtaine d'organisations membres du Front citoyen conditionnent sa participation, l'appel des membres de la génération 90. Et si tout était fait à l'avance, le journal pose donc la question, ce qui vous permettra de découvrir en page 5, cet article sur Maurice Kamto qui pose ses conditions, le président du mouvement de la Renaissance du Cameroun, présent notamment comme préalable à la participation de son parti au rendez-vous prévu par le chef de l'État, sa libération et celle de ses alliés. Tout comme il évoque aussi la crédibilité de John, il me remet en question la crédibilité de John Gouté, étant entendu qu'il est d'abord, avant tout, avant d'être Premier ministre chef du gouvernement, il est d'abord militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir. Il y a aussi la question de la participation des bandes armées et des forces de défense à ce grand dialogue national, ce qui serait un danger pour les institutions de la République, a d'ailleurs écrit Maurice Kamto dans le mémorandum remis au Premier ministre, chef du gouvernement. Toujours sur ce dialogue national, il y a évidemment d'autres associations, la Génération 80 qui appelle à donner un sens au dialogue national inclusif en vue de sortir des crises qui minent le pays depuis 60 ans. Voilà donc pour ce qui est de ce dialogue national à la une du quotidien La Nouvelle Expression. Le journal qui parle aussi des prisonniers, Biya et l'arrêt des poursuites, des gestes d'apaisement restent attendus du président de la République depuis qu'il a annoncé la tenue d'un grand dialogue national. Il s'agit effectivement concernant ce sujet, le quotidien La Nouvelle Expression qui parle des détentions illégales, des mesures controversées, le cas de Ayoub Tabé et ses 9 co-accusés. Voilà ce qu'on peut retenir sur ce sujet concernant les arrêts de poursuite. Et puis la crise anglophone, où sont les médiateurs suisses annoncés en grande pompe? Ils n'apparaissent plus sur les tables du gouvernement, alors que Paul Biya a choisi des pourparlers internes. Le journal qui parle aussi des Elecam, le fichier électoral, Elecam affiche 7 116 314 électeurs, un chiffre provisoire puisque la structure en charge des élections doit encore toiletter ses fiches. Voilà pour ce qui est donc de cette une. Le journal qui parle aussi de nécrologie, la presse en deuil. Guy Moussi n'est plus le directeur de publication du journal Indice, a été foudroyé mercredi 18 septembre par un accident vasculo-cérébral. Et puis en page internationale, le quotidien La Nouvelle Expression qui parle du procès de Laurent Gbagbo. Fatou Bensouda prolonge le procès. La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a contesté lundi dernier l'acquittement prononcé le 15 janvier en faveur de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé. Et elle insiste donc sur la procédure, la poursuite des procédures. Et puis il y a aussi l'ex-ministre de la Santé publique de la République démocratique du Congo, gardé à vue, il est soupçonné de détournement des fonds alloués à la lutte contre le virus Ebola en République démocratique du Congo. Voilà donc pour ce qui est du quotidien La Nouvelle Expression, le quotidien Le Messager qui met en ça une grand dialogue national. Maurice Kamto met Dion Gouté dos au mur. Dans un mémorandum remis au Premier ministre chef du gouvernement, le mouvement pour la Renaissance du Cameroun conditionne sa participation au rendez-vous du 29 septembre par la libération de son leader, ses alliés et ses militants. Un article à lire en page 4 du quotidien Le Messager.
puis le quotidien Le Messager qui parle aussi de la crise anglophone. Ce qu'Aminatou Aïdjo pense de Paul Biya, la fille de l'ex-président de la République, passe au crible l'offre du chef de l'État concernant le grand dialogue national où elle appelle les Camerounais à pouvoir dialoguer, à pouvoir se parler et ainsi penser les blessures du passé. Voilà pour ce qui est donc de cette actualité sur la crise anglophone. Et puis, il y a Manjo, le sous-préfet terrorise les enseignants, écrit le quotidien Le Messager. Le sous-préfet de cette localité a sorti une circulaire pour intimer, pour mettre en garde les enseignants de son unité de commandement de quiconque tenterait de dénigrer les institutions de la République et l'État fera face à la loi, écrit le journal Le Messager. Et puis le journal Le Messager, le Messager qui revient aussi sur le dialogue national avec d'autres acteurs qui interviennent sur cette question, en l'occurrence le SDF et d'autres partis politiques. À présent, poursuivons cette revue de presse avec le journal régional Ouest Écho de Michel Éclador Péquois qui met en sa une grand dialogue de Paul Biya sur la crise anglophone, la grande embrouille, l'aile politique des sécessionnistes décapités et exclus. Le RDPC, parti au pouvoir, maître d'orchestre, a déjà tout verrouillé. Le Grand Nord, pour un rééquilibre institutionnel, le mouvement pour la renaissance du Cameroun refuse de mendier sa participation. Le Social Democratic Front de Ni John Founi pose des conditions de principe, parmi lesquelles la non-présence de l'armée et des bandes armées à la table des négociations. Quant à l'Union démocratique du Cameroun d'Adamou Damdjoya, il ira défendre l'héritage des accords de Fumban. Et l'Union des populations du Cameroun, pour sa part, se replie à Ezeka pour trouver son front commun, écrit donc le journal Ouest Écho. Et la diaspora et Génération 90 sortent du bois. Ouest Écho qui expose les attentes croisées antagonistes des probables participants au grand dialogue national pour arriver à la conclusion selon laquelle seul le régime est assuré de sortir gagnant de ce fourre-tout. Voilà donc pour ce qui est du journal Ouest Écho qui revient donc de fond en comble sur ce dialogue national. Le journal qui a d'ailleurs donné la parole à certains acteurs comme Jean-Marc Bikoko de Dynamique Citoyenne qui dit « Nous, on a l'impression qu'il y a une pression extérieure sur ce dialogue ». Tout comme Messanga Nyamding, membre du comité central du RDPC, indique que ce dialogue est un dialogue inclusif. Je viens d'effectuer une mission avec la diaspora. Célestin Bédigui, homme politique et président du parti de l'Alliance libérale, l'annonce de ce dialogue est la preuve que le président Biya est un modéré. Quant à Jean-Robert Wafo du Social Democratic Front, il dit le SDF a dit qu'il faudrait qu'il y ait une pré-conférence entre les anglophones avant d'aller au dialogue. Voilà donc pour ce qui est de quelques acteurs, quelques hommes politiques qui se sont ainsi prononcés sur cette crises qui sont prononcées sur ce dialogue tant attendu. Allons tout de suite avec le journal, le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune qui met à ça une préparation au grand dialogue national, la touche des partis politiques. Une trentaine de représentants des formations politiques ont été reçus par le Premier ministre chef du gouvernement Chief Joseph Diongouté en vue de faire leurs propositions dans la perspective des travaux qui s'ouvrent à la fin du mois, dont la date est connue, qui se tiendra du 30 septembre au 4 octobre 2019. Voilà donc pour ce qui est du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. Le quotidien Mutation s'intéresse plutôt à la grève en cours des avocats, la vie sans la robe. À quoi s'occupent ces avocats pendant cette grève? Les conséquences du débrayage sur les justiciables. Un article à lire en page 5 du quotidien Mutation. Toujours sur le dialogue, compte à rebours, les appels au dialogue montent. C'est donc un article à lire en page 11 du quotidien Mutation. Quant au journal Le Quotidien qui consacre sa une à Elecam qui annonce 7 116 314 inscrits sur le fichier électoral, mais reste encore à toiletter, notamment à extraire les doublons et autres
autre irrégularité. Le journal The Guardian Post qui met en sa une Armed Atrocities have ruined down the independence struggle. Le journal qui indique que les Amba Boys ont ruiné les espoirs de la lutte, des luttes d'indépendance qu'ils mènent depuis quelque temps. Et puis toujours à la une du journal, cette fois-là à la une du journal Le Financier d'Afrique, qui parle aussi des attentes du patronat. Le patronat qui pose sur la table la question des dégâts subis, ou des dommages subis dans les deux régions anglophones, et sollicite que le gouvernement leur accorde un certain nombre d'avantages incitatifs à pouvoir réinvestir dans cette zone qui a d'ailleurs été décrétée zone économiquement désastrée. Sinistré, je voulais dire. Voilà donc pour ce qui est pour cette revue de presse. Place à présent en plateau avec nos invités, le deuxième dont on continue toujours d'attendre, qui va certainement arriver dans quelques minutes. Guy Hervé Fongan, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Bonjour Jean-Paul, bonjour la Voix de l'Ouest et bonjour aux nombreux téléspectateurs et téléspectatrices qui prennent du plaisir à regarder la revue des unes qualitatives qui paraissent chez nous, parce qu'on ne dit pas jamais assez, il y a une floraison de journaux qui paraissent au Cameroun et nous avons la chance de commenter ces unes qualitatives qui paraissent de manière quotidienne dans notre pays qui est appelé et promis un bel espoir, un bel avenir. Guy Hervé Fongan, quelle est l'actualité qui vous a marqué ce matin? Alors disons que j'ai été, c'est vrai, la nouvelle expression a bien fait de le rappeler, le lycée de Guy Moussi, on s'appelait homonyme, tous les deux assez souvent. Donc c'est Guy Hervé Fongan, Guy Moussi. Donc on s'appelait homonyme, j'ai eu l'occasion de côtoyer plusieurs fois cet aîné, nous avons partagé de bons moments ensemble. Quelques mauvais moments aussi, parce qu'on n'était pas toujours d'accord sur certaines choses. Donc j'ai appris le décès subit de sa mort, foudroyé par un AVC, pour reprendre une nouvelle expression, sans jeu de mots. Et je voudrais simplement que sa famille accepte de recevoir ma goutte de compassion dans cet océan de douleur qu'elle traverse en ce moment. Voilà, Guy Hervé Fongan, et démarrons donc ce débat avec le grand dialogue national. Maurice Kamto met John Ngouté au dos au mur, ça c'est le titre de la nouvelle expression. Quant à le messager, la nouvelle expression qui parle de pluie de préalable chez Joseph Dion Ngouté. Intéressons-nous peut-être au cas particulier ou au cas spécifique du MRC qui visiblement, on a envie de dire, n'était pas véritablement attendu chez le PM et à la grande... Le MRC y est allé. Est-ce que vous comprenez cette participation, cette envie du MRC de participer au dialogue national, même si en même temps, le MRC pose des conditions, à savoir la libération de son leader, le président du MRC, Maurice Kamto, et ses co-accusés? Écoutez, c'est le contraire qui aurait été surprenant. Donc, il est de bon temps que le MRC... pose ça comme condition. C'était évident, c'est le contraire qui m'aurait surpris. Et puis, non, je pense qu'il faut restituer de manière claire les faits et la vérité. Dire que le MSC n'était pas attendu, c'est à laisser croire que le MSC s'est invité chez le Premier ministre, il s'est imposé dans l'agenda, ce qui n'est pas vrai. Donc, si ils sont allés, c'est parce qu'on les attendait, et d'ailleurs on les a reçus. Même s'ils ont dit qu'ils n'ont pas reçu de carton d'invitation. Non, je pense que c'est forcé un peu le trait, c'est grossi. Sinon, n'importe qui irait chez le PM et le PM le recevrait. C'est trop facile de laisser croire que vous y allez sans être invité et on vous reçoit. Non, je veux dire que. Mais par contre, non, par contre, dans ces périphériques, allons dans le fond pour dire que non, c'était une rencontre qui avait toute sa raison d'être. Il fallait que le PM, même si j'ai entendu certains dire que si c'était pour dire au Premier ministre que il faut que Kamto soit libéré pour qu'ils y aillent, qu'ils auraient pu, qu'ils auraient pu forcément, qu'ils auraient pu faire une lettre, une autre, un communiqué, que il aura pris la nouvelle. Je pense que cet échange, ce contact entre, quoi que j'ai vu Bibo Mnissa, j'ai vu Maître Sim, j'ai vu la deuxième vice-présidente Tiranoa. Donc il fallait qu'il y ait ce moment de partage, discussion. Vous savez, il y a des choses qu'en face, détendu et assez convivial. Absolument. Il y a des choses qu'on peut se dire en face, qu'on peut pas se dire par personne interposée. Donc, je pense qu'ils ont eu raison d'aller à cette rencontre, discuter avec le PM,
face à face et de leur dire de manière froide et claire ce qu'ils pensent de ce dialogue-là. Et même si, personnellement, j'estime, après avoir fait une analyse du récit médiatique, je pense qu'il y a beaucoup de propositions indécentes et de propositions farfelues qui sont faites au Premier ministre qui ne tiennent pas la route. Il est totalement surréaliste. Vous parlez des propositions du MRC? Mais, oui, il y a quelques propositions farfelues là-dedans. Et on a le courage de le dire. Je veux dire qu'on ne peut pas estimer, par exemple, qu'il faut qu'il y ait, qu'on appelle à la communauté internationale de venir. Non, je pense on n'en est pas encore là. On peut s'asseoir et discuter entre nous et pas forcément espérer que sous l'égide internationale de l'ONU, non. L'ONU, les Nations Unies, l'Union africaine, la France, l'Angleterre. Non, l'Angleterre. Je pense il faut pas que les gens donnent l'impression aux autres que l'État va aller à ce dialogue étant à genoux. On est en train de laver notre linge sale en famille. En famille. Donc, il n'y a besoin de convoquer toute la communauté internationale, peut-être que le MRC semble vouloir l'imposer dans l'agenda. Mais par contre, je suis d'accord pour cette libération. Et puis, ça pose un autre problème du timing de la tenue de cette assemblée qui commence le 30 pour s'achever le 4 et le procès c'est le 8 octobre. Ça pose quand même un vrai problème. Je veux dire que je continue à me poser la question, quelle était l'urgence de tenir ce dialogue à la fin de ce mois? Parce que la vérité, nous sommes au courant de comment ce dialogue est organisé, de ce qui se passe. Il y a des gens qui sont appelés 24 heures avant. Ça pose quand même sur le sérieux des organisateurs. Je vous dis qu'il y a des gens qu'on appelle 24 heures avant pour dire qu'on les attend la primature le lendemain. Je veux dire, on se demande quand même si ces gens sont sérieux. Donc il y a plein de gens comme ça qu'on est contacté à la veille, dans l'après-midi, pour les dire qu'on les attend à 10 heures le matin. Non, je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus rigoureux. Ça peut dénoter de la légèreté avec laquelle c'est organisé. Et donc d'où ça me pose la question de l'urgence qu'il y avait à tenir ce dialogue à la fin de ce mois. Vous n'allez pas me faire le procès de faire le rapprochement avec l'Assemblée générale des Nations Unies de mardi. Et donc on se demande, on aurait pu attendre parce que comment dialoguer avec des gens qui sont en attente de jugement et qui ne savent pas exactement pourquoi est-ce qu'ils sont incarcérés. Honnêtement, de manière objective, peut-être c'est pour ça qu'ils n'ont pas reçu une invitation formelle. D'où de manière objective, je ne vois aucune raison rationnelle qui puisse justifier la tenue de ce dialogue à la fin de ce mois. On a pu se donner un peu de temps, peut-être jusqu'en décembre. Par exemple, jusqu'en décembre, moi j'avais rêvé d'un procès de Maurice Kamto le 8 octobre qui probablement va être condamné. Et le président, dans son discours, a dit clairement qu'il peut encore utiliser la grâce présidentielle. Donc il est possible que ces gens soient libérés. Donc un scénario du genre, le procès se tient le 8 octobre, il est condamné, il est gracié, et on convoque tout le monde à la table de discussion. Oui, mais ça me semble plus courant et plus logique. Guy Hervé Fongan, il y a quand même quelques commentaires qu'on a vus, des gens qui s'opposaient quand le MRC se plaint de n'avoir pas reçu un carton d'invitation, ou alors invité de façon formelle comme il se doit, mais quand même un raisonnement qui peut paraître banal, mais qui suscite quand même une certaine curiosité. Un gouvernement, un président, que les militants du MRC siriens à chaque fois, que c'est un régime illégitime. Non. Comment comprendre qu'on aille remettre un mémorandum à un gouvernement illégitime? Oui, on peut dire ça comme ça, mais sauf que je suis très inconfortable avec cette thèse-là. Parce que je me demande de manière objective comment... C'est le moment de lever l'équivoque. Comment le MRC peut aller à une rencontre où... Vous ne pouvez pas aller à un événement où on vous attend pas et on vous reçoit. Ça me semble quand même assez grossier. Je veux dire, d'une manière ou d'une autre, bon, peut-être qu'on n'a pas utilisé tous les canaux classiques, formels d'information, mais je reste convaincu de ce que d'une manière ou d'une autre, on peut considérer ça comme une main tendue finalement. Si, non. Encore que quand vous lisez bien, d'ailleurs, j'ai bien aimé la sortie de Michel Desclador avec OSECO. La grande embrouille. Quand il dit que le MRC ne mendie pas sa participation. Parce que dit, tel que vous le dites, je laisse croire que le MRC mendie sa participation. Ce qui serait un peu maladroit. Je pense qu'il y a peut-être... je vous ai dit qu'il y a des gens qu'on appelle 24 heures avant. Pour dire qu'on les attend à 10 heures.
Donc, non, je pense que le MRC, ils ont d'une manière ou d'une autre été, sinon le PM ne les recevait pas aussi. Quand j'ai vu, même quand on voyait le contexte, l'ambiance de travail qui prévalait entre très détendu, convivial. Ça me paraît pas une visite des gens qu'on n'attendait pas et qui se sont imposés dans l'agenda. C'est un peu grossier. Bon, maintenant, oui, régime illégitime, oui, tout à fait. Je pense que non. C'est une thèse totalement défraîchie qu'il faut déconstruire. Le fait, pour MS le dit que le régime est illégitime, ne les empêche pas d'aller le leur rappeler en face. C'est totalement cohérent avec leur démarche. Sinon, le président, avant d'aller aux élections présidentielles, je vais dire que, non, j'allais dire au conseil conditionnel, nous tous ou presque, on savait déjà à peu près quelles sont les grandes tendances, etc. Et Moïse Kamto lui-même avait annoncé qu'il a marqué le penalty. Donc s'il faut rester cohérent, il ne serait pas parti là-bas puisqu'il savait à peu près sur à quoi il fallait s'attendre. Sauf qu'il allait là-bas. C'est dans la logique du combat. Il est allé là-bas, à la face du monde, démontrer les incohérences du système et du régime. Et tout le monde a vu en Mondovision comment est-ce que, par exemple, quand il a démontré le caractère partisan des magistrats du Conseil, on a bien vu que 30 minutes après, il y a des noms qui sont rapidement sortis du site internet parce que c'était cadre du RDPC. Parce qu'il avait dénoncé en direct. Oui, donc moi, ça me gêne pas qu'il aille au corps à corps pour leur rappeler en face ce qu'il souvent... C'est dans la suite de ses combats. Donc, ce qu'il a souvent dit à distance. C'est dans la suite de ses combats. Voilà, donc ce n'est pas... Alors, quand vous analysez, à l'analyse de ces propositions du MRC, est-ce que ces propositions, avec ces conditions qui ont été posées, est-ce que ces conditions peuvent être prises en compte? Oui. Ces conditions, si l'État est sincère, et moi, ça me rappelle justement, et ça rejoint une proposition du SDF qui indiquait qu'il faut qu'il y ait un suivi, évaluation claire de ce qui va être dit. Sinon, on nous servirait une tripartite bis après laquelle rien n'a véritablement été pris en compte. Je pense que on a cette fois-ci une excellente occasion de mettre... Avec par exemple des sujets inscrits, les propositions de MRC, le débat sur la forme de l'État, le code électoral, l'arbitrage des médiateurs neutres. Et même on peut aller plus loin. C'est-à-dire que le mandat présidentiel, il vous souvient que lors de la préparation de 91, on était parti pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Mais ça n'a jamais été appliqué, au contraire. Après, on est parti de modification en modification et le président s'est éternisé au pouvoir. Et donc, c'est l'occasion de remettre ce type de sujet. En 2008, le verrou a été levé. Et on a eu l'appel de l'intelligentsia où les gens demandent au président de revenir. Donc, je pense que c'est l'occasion de remettre sur la table toute cette problématique-là, de discuter sur notre destin national et d'envisager un Cameroun différent et nouveau. J'ai le sentiment que le prochain chef d'État qui va arriver après Biya aura toutes les difficultés à pouvoir diriger ce pays. Et je reste convaincu que le président Biya, c'est la dernière génération des présidents qui passeront plus de 20 ans au pouvoir. Donc, parce qu'avec l'éveil des consciences des Camerounais qui arrivent, évidemment, on est parti pour un président après Biya qui fera au plus un mandat renouvelable une fois. Donc, c'est quoi que c'est un des actifs qu'on peut mettre à ce dialogue-là, parce que forcément, il y aura un après-Biya. Il faut que les gens aient le courage d'en parler maintenant et il est de bonne guerre. Toutes ces problématiques soient mises sur la table et qu'on en parle au cours de ce dialogue-là. Même si il y a le bon grain, il y a l'ivraie, il y a des propositions qui sont intéressantes, qui sont riches, mais il y en a qui sont farfelus et qui sont indécentes. Sortons de cette affaire du MRC, ces propositions du MRC, pour se pencher sur le cas des sécessionnistes. Il y a Aboubakari Sidi, qui est le troisième vice-président de l'Alliance patriotique, qui a donné un grand entretien à nos confrères de l'Œil du Sahel. Il indique qu'un dialogue sans Ayoub Tabé aura un goût d'inachevé. Non, c'est un parti pris. Je veux dire que c'est normal qu'il prêche pour sa chapelle. Donc je comprends très bien ce plaidoyer pro-domo. Maintenant, il faut simplement indiquer que moi j'ai aimé le président, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Dans la tonalité de son discours, il y avait une fermeté qui est normale. Je veux dire que n'oublions pas quand même
on est à près de 2000, il y en a qui parlent de 3000 morts déjà depuis que la crise a commencé. Des deux camps, du côté de l'armée, du côté des invasionneurs, eh bien, il y a des coupables qu'il faut identifier, qu'il faut sanctionner. Et je suis de ceux qui pensent qu'il n'est pas normal que les enfants soient pris, que les parents et enfants soient pris en otage. Depuis 3 ans, ils vont pas à l'école. Et donc, ne pas punir ces personnes, c'est bien, c'est faire le lit de l'impunité, de l'impunité et encourager à toutes les dérives possibles. Je pense que non, au moins, je suis sûr pour le président, il était ferme, il était normal de frapper du poing sur la table et il était de bon ton de le faire. À partir de ce moment-là, on peut pas, je veux dire qu'il a clairement dit, lui-même, j'ai compris que quoi qu'on dise, il est à l'écoute, il a le feedback de ce que pense l'opinion et là, dans son discours, il rappelle très bien que une certaine opinion, d'ailleurs je paraphrase, estime que la condamnation de certains leaders sécessionnistes risque de plomber la bonne tenue des travaux. Il rappelle que c'est faux, le dialogue aura lieu effectivement, mais que ces gens comprennent qu'en réalité, et que ceux qui ont l'intention de faire pareil, savent quand même qu'il y a un État qui peut frapper quand il y a les dérives. Mais maintenant, est-ce que cette condamnation peut plomber la sérénité des travaux et nous permettre et que la promesse et que les fruits tiennent la promesse des fleurs? Disons que il faut être mi-figue, mi-raisin, parce que la vérité, je suis de ceux qui pensaient que on l'avait diminué, fragilisé et qu'il n'avait plus une capacité de nuisance réelle. On a bien vu que au lendemain de sa condamnation, 2 semaines de ghost town ont été lancées dans le nord-ouest, qui ont été respectées. Ça veut dire que quoi qu'on dise, de l'endroit où il est, il a encore une capacité de nuisance réelle. Et n'oublions pas que la prison on n'est pas coupé du monde. Bien au contraire. Je connais votre proximité avec le sport. Vous savez très bien que Iyad Mohamed a été élu président de l'Africa Foot étant en prison. Ça veut dire qu'au Cameroun, tout est possible. Que même en prison, on peut perturber la sérénité de ceux qui sont à l'extérieur. Guy Hervé Fonga, on va sortir de ce sujet. Que pensez-vous, par exemple, de cette tribune libre d'Aminatou Ahidjo qui appelle les Camerounais à rester unis et suivre la voie tracée pour ce dialogue? Est-ce que son message peut porter? Bon, disons qu'elle répète ce que tout le monde dit. Mais elle n'est pas elle n'est pas n'importe qui, c'est la fille de l'ancien président, du premier président de la République, peut-être qu'il faut le préciser. La Benjamin. La dernière. Et c'est pour ça que nous devons lui rappeler que nous sommes, parce qu'elle est justement la Benjamin, que ça pourra probablement échapper, qu'en tant que Bantou, on pleure nos morts. Nous avons l'habitude de pleurer nos morts puisqu'on est des Bantous, et qu'un fils qui n'enterre pas son parent est voué à la malédiction, il est maudit. Quand il n'a pas fait le deuil de son parent. Et pour le cas d'espèce, sur la tête de ses ancêtres, eh bien, il est quasiment maudit. Parce qu'on a pleuré le deuil. C'est comme ça qu'on dit chez nous. Et pour le cas d'espèce, on voit bien que les Camerounais n'ont jamais fait le deuil de leur premier président. Eh bien, je crois que dans sa lettre ouverte, il y a une tendance lourde qui se dégage. Elle rappelle simplement qu'il faut que le succès de ce dialogue passe par la capacité des Camerounais à se pardonner, à se transcender. Eh bien oui, à transcender ça. Sauf que, et c'est même une des conditions qu'on peut poser à ce dialogue-là. On peut mettre ça au goût du jour. Qu'est-ce qui plombe le rapatriement de la dépouille d'Ahidjo sur la terre au Cameroun? Je veux dire que c'est sans être, j'allais dire, mauvaise langue, mais il y a une thèse très de plus en plus poussée et affirmée qui estime et qui est très reprise depuis quelque temps, c'est le moment développé, qui estime que le fait qu'on ait jamais fait le deuil du premier président Ahidjo au Cameroun est une des raisons de branle-bas qu'on vit en ce moment et une sorte de malédiction, la cacophonie, de malédiction. Mais la preuve, voilà que même la CAN 2021, on n'est pas sûr d'organiser. Alors qu'on nous a repêché avec une moyenne qui n'était pas... On a des problèmes comme ça qu'on ne peut pas expliquer rationnellement. Parce que ça, il faut faire le deuil du père. Parfois, ça relève de la métaphysique. Parce que c'est totalement irrationnel. Nous sommes les Bantous, il faut faire le deuil du père. Il faut faire le deuil du père. Et ce dialogue
C'est le moment où je n'ai pas suivi un parti politique en parler et c'est dommage. C'est également l'occasion dans des propositions. Je n'ai pas vu ça, je n'ai vu ressortir ça nulle part. Bon, nous aussi, on a le droit de faire des propositions. D'ailleurs, on nous a dit. C'est notre proposition déjà. Oui, il faut faire le deuil. Il faut faire le deuil en terre camerounaise pour pour donner du sens et du contenu à ce dialogue, que le Camerounais se parle et ait l'impression qu'on a enterré l'âge de guerre et qu'on regarde dans la même direction. Qu'il n'y ait pas de visages oubliés. Guy Hervé Fongan, on va sortir dans bientôt de cette émission. Parlons à présent de cette correspondance de mise en garde adressée à tous les responsables d'établissements scolaires de l'arrondissement de Banjo. Fomo Modo Martin Fabrice, c'est le sous-préfet de cette localité, qui met en garde, met en garde les enseignants, quiconque dénigrerait l'État, faisant suite, et cette actualité fait suite à ce qui s'est passé à Saint-Mélima, à VBS, avec cet enseignant qui est toujours gardé à vue. Comment comprendre cette fébrilité des autorités administratives à toujours brandir à toujours brandir des menaces? Pourtant, on est dans une enceinte académique et scolaire. Alors, il y a une seule explication plausible. Le verre est dans le fruit. Et j'ai la faiblesse de vouloir donner raison à Missanga Yamdim, qui a régulièrement développé le coup d'état scientifique et la théorie du complot. Parce que voilà exactement ce qu'il ne faut pas faire. Comment on peut expliquer aux gens, rationnellement, pendant qu'on parle de dialogue, alors vous avez des sous-préfets véreux, des préfets véreux, qui viennent plomber ce dialogue-là, parce que voilà exactement ce qu'il ne faut pas faire. Voilà exactement le contraire de ce qu'il faut faire, qu'ils sont en train de faire. Pas que la vérité. Ce type de... D'ailleurs, je salue les enseignants qui ont décidé d'arrêter les cours tant que leur collègue n'est pas libéré. C'est totalement farfelu. Et je rappelle que la première audience a eu lieu, le prévenu était seul. Le sous-préfet et le chef de quartier. D'où vient-il que prononcer le nom de Kamto soit un délit? Donc, je pense que qui n'est même pas sorti de la bouche de l'enseignant, même si c'est un élève. Même ça sort de la bouche de l'enseignant. Oui, mais c'est un élève qui a posé la question de savoir si Kamto ira au dialogue. Et d'où vient-il que l'enseignant a répondu simplement que tout le monde, c'est un dialogue qui se veut national et tout le monde. Et d'où vient-il que prononcer le nom de Kamto dans ce pays soit devenu un délit au point de non, je crois qu'il faut qu'on arrête la mascarade, l'esbrouf. Et vraiment, il faut qu'on arrête cet abus. C'est un abus de pouvoir qu'il faut dénoncer avec suffisamment de fermeté. Et je me rappelle quand nous étions plus jeunes en terminale, on avait un cours en philo. On avait un chapitre qui s'appelait État et pouvoir et droit et justice. Et il n'est pas interdit que dans un sujet de État et pouvoir, droit et justice, qu'on s'appelait à développer un argumentaire en convoquant Maurice Kamto. Surtout que la nouvelle donne exige l'approche par compétence. Par compétence. Et donc, en philo, on a deux chapitres, État et pouvoir et droit et justice. Mais dans un exercice, que ce soit de commentaire philosophique, ou bien de dissertation, de contrastation de texte. On peut s'inspirer de ce qui se passe. Oui, on peut s'inspirer pour démontrer une thèse, ou une antithèse, ou bien faire la synthèse. Ce qui pourrait donner de la chair à son argumentaire. Et on l'a souvent fait avec Machiavel, avec l'ouvrage Le Prince. Les enseignants se sont inspirés des cas précis. Des cas précis pour soit construire une thèse, soit construire une antithèse, soit faire une synthèse. Eh bien, on peut le faire, encore que on peut très bien être dans un travail académique et convoquer l'urgence de la pensée de Maurice Kamto. Ce n'est pas un délit que de le faire. Je me souviens, vous voyez bien que je veux dire que les mauvaises habitudes ont la peau dure. Je me souviens à l'université que le professeur Roger Gabriel avait subi ce type de représailles. Vous savez, il avait été taxé d'enseignant subversif. Et pendant plusieurs années, il ne recevait pas de salaire. Vous savez que l'université, contrairement au moins au collège ou au lycée, on a un temps beaucoup plus libre. Et on peut dire un certain nombre de choses. Nous avons connu également des enseignants à l'université qui, de manière froide, avaient la capacité de peindre le régime tel qu'il est. Et non tel qu'on voudrait qu'il soit. Et ça, c'est le caractère scientifique et objectif de l'université. Les choses telles qu'ils sont. Et le professeur en a payé les conséquences. Le professeur Gabriel en a payé les conséquences. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'auteur du fameux triangle équilatéral qui était mort sur un accident, etc. Il était enseignant de droit à l'université et qui avait été taxé par le gouvernement d'enseignants subversifs. Il ne recevait pas pendant plusieurs années son salaire. Mais non, pour revenir à l'essentiel, d'où vient-il que prononcer le nom de Kamto soit un délit? Non, je pense qu'on est en train de franchir de manière sauvage
la ligne rouge et il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités parce que là, le type d'attitude qui est en train de plomber le dialogue national, qui laisse croire que on n'est pas sorti de l'auberge et il faut que les dire gens que ne veulent pas qu'on dialogue. Le dialogue ne sera pas seulement circonscrit sur les 4 jours. Le dialogue, c'est aussi après cette grande contestation. Puisqu'on fait un suivi, évaluation après. Alors, il y a des choses qu'il faut monitorer après le 4 octobre. Guy Hervé Fongan, le quotidien Le Messager, qui a quand même donné la parole à quelques politologues qui indiquent clairement que l'attitude de ces sous-préfets relève simplement d'un excès de zèle, ou alors il faut revoir l'offre de formation à l'ENAM parce que ce n'est pas adapté aux évolutions contextuelles du Cameroun. Et ce qui m'amène moi à saluer des deux mains la proposition du SDF qui en son temps présenté par Joshua Oshi, demandait la dissolution de l'ENAM. On voit bien que au fil des années, les sorties de pistes régulières de cette administration nous font croire qu'en réalité cette administration nous fait plus de mal que de bien. Parce qu'on a malheureusement, comme la plupart des États francophones, hérité du jacobinisme français. C'est-à-dire un État centralisateur qui est tout concentré sur lui. Et les enseignants, le projet de l'ENAM sont formatés tels qu'ils ont l'impression qu'il faut forcément rendre service au roi, parfois au mépris de la population. Et très souvent, par exemple, un excès de zèle. Et la plupart du temps, c'est contre-productif et ça dessert même plutôt le roi. Guy Hervé Fongan, merci d'être venu. On est arrivé au terme de cette édition de la Revue des Grandes Unes. On va souhaiter prendre rétablissement à Camille Nélé qui n'a pas pu être là. Malheureusement, son remplaçant n'a pas pu aussi être là, certainement à cause des embouteillages. La pensée du jour, rapidement, c'est seul un idiot mesure la profondeur de l'eau avec ses 2 pieds. Seul un idiot mesure la profondeur de l'eau avec ses 2 pieds. Madame, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith qui démarre dans quelques instants. Master professionnel industriel.